Bienvenue sur le plateau de Jeunes pour Jeunes. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec des invités de qualité pour parler du thème de l'enseignement en République démocratique du Congo. À ma gauche, j'ai Monsieur Frédéric Adalbert Kinkani, professeur des universités. À ma droite, Monsieur Juvenal Mounoubo, député national. À mon extrême droite, Madame Christina Olangué, étudiante, et à mon extrême gauche, Madame Magali Dombassi, parent d'élèves. Ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons du constat, des défis et des perspectives dans l'enseignement en République démocratique du Congo. Je me tourne vers notre législateur pour qu'il nous entretienne un peu des mesures et des avancées au niveau parlementaire dans le domaine. Merci beaucoup, Madame, pour l'invitation à cette émission de Jeunes pour Jeunes. Je remercie les initiateurs au fait de cette activité. Avant de parler de l'enseignement, je crois qu'il faut parler de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a éducation et enseignement et les deux sont liés. Et l'éducation, suivant ma compréhension, c'est la formation globale de l'individu. C'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales, de l'individu. Raison pour laquelle, quand on veut établir la nuance entre les deux, parlant de l'enseignement, on se réfère à la transmission des connaissances, le corpus des connaissances, savoir, savoir-faire, mais ça ne se limite pas à ça. L'enseignant doit transmettre deux valeurs aussi, les valeurs qui sont considérées dans la société comme faisant partie de la culture, des valeurs de la société, je vais dire. Et l'éducation, c'est vrai, il y a l'école qui intervient, mais avant de parler même de l'école ou du système éducatif, il faut parler de la famille qui a un rôle à jouer. On dit même que l'éducation commence dès la conception. Les parents ont un rôle à jouer, et puis l'école, les systèmes éducatifs. Je sais qu'en République démocratique du Congo, je suis membre du Parlement, il existe une loi en vigueur. C'est la loi cadre de l'enseignement qui ne date pas d'aujourd'hui. Je sais que chaque année, nous adoptons un budget de l'État. Mais je dois être honnête à ce niveau ici. C'est que le budget de l'enseignement n'est pas élevé. Donc on n'a pas encore atteint le niveau souhaité, l'idéal. Pourquoi? Parce qu'on a un autre problème, c'est que d'une manière globale, le gouvernement n'arrive pas à mobiliser assez de recettes. Dans les propositions, dans le projet de budget, je vais dire, les propositions de crédits que le gouvernement soumet aux députés, souvent c'est des pourcentages moindres. Ça ne dépasse même pas, c'est difficile, ça ne dépasse même pas 15%. Alors nous essayons maintenant de voir, c'est vrai qu'au sein du Parlement, il y a une certaine prise de conscience que l'éducation, c'est la base. Il faut commencer par l'éducation pour construire ou reconstruire la société. Mais on est souvent buté à cette contrainte réelle et que le gouvernement ne mobilise pas assez de moyens. Raison pour laquelle des réformes, il n'y a pas que l'éducation, la fonction publique, les secteurs de sécurité, beaucoup de réformes en pâtissent. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau ici, de l'éducation. Il y a les problèmes d'accès, nous allons y revenir au cours de cette émission. Il y a les problèmes de l'accès à l'éducation des bases, même s'il y a plusieurs écoles qui ont été créées, parce qu'au début des années 90, il y a eu ce qu'on a appelé politique d'essaimage, et plusieurs écoles ont été créées. Et je crois que, je reviendrai là-dessus en termes de recommandations, il faut de la rigueur là-dessus. Jeune Afrique a fait une étude dernièrement qui a fait un décompte de 428 établissements privés d'enseignement, les facultés privées. C'est quand même énorme au Congo. Et puis, il n'y a pas toujours la qualité dans ça, parce que dès l'accès, il y a d'abord l'accès à l'éducation. Même si on a créé beaucoup d'établissements, c'est vrai qu'il y a dans certains endroits, ce n'est pas équitablement réparti, je vais dire, sur le plan géographique. Parce qu'il y a des endroits, il faut parcourir des kilomètres, 60 kilomètres par exemple, pour retrouver une école. Et puis, il y a la qualité de l'enseignement. Il y a les infrastructures. Prenez le cas, sans aller très loin, l'université de Kinshasa. La capacité d'accueil de l'UNIKIN, ça ne devait pas accueillir autant d'étudiants qu'on a maintenant. Vous voyez, les infrastructures posent problème. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèques, qui n'ont pas de laboratoires, ceux qui font la biochimie pour les expérimentations. Vous trouverez une école où il y a l'informatique, section ou option informatique, mais ils n'ont même pas une salle où on trouve des ordinateurs.
tout ça. Les ressources humaines aussi, la qualité de ceux qui forment, parce que les diplômes ne suffisent pas. Est-ce que c'est des diplômes mérités? Ça aussi, c'est un autre problème. Un autre problème, c'est la motivation de ceux qui forment. Les enseignants, est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont leur salaire qui leur permettent de nouer les deux bouts du mois? Est-ce qu'ils ont la motivation? Souvent, on trouve des enseignants non motivés. Et le mal commence à ce niveau-là. Autre chose, c'est l'insécurité. Il y a beaucoup de cas de déscolarisation, surtout à l'est du pays, au Kasaï aussi. Les Kasaï étaient calmes même depuis un certain temps. Il y a des problèmes à ce niveau-là où les élèves n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Il y a la pauvreté. Vous savez, l'article 43 de la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics, mais ce n'est qu'un souhait. Ça reste un souhait, ça reste un principe pour le moment parce qu'on n'est jamais arrivé à mettre en exécution cet article 43. Ce qui fait que ce sont les parents qui supportent la charge pour scolariser leurs enfants. Et ces parents sont pauvres, parce que la population est largement pauvre. Un autre problème, c'est le manque de professionnalisation. Depuis longtemps, traditionnellement, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait le droit. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait la médecine. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait la psychopédagogie. Eh bien, chez nous, on n'a pas développé l'enseignement technique. Par exemple, l'informatique, l'enseignement technique, la mécanique, l'électricité, c'est des domaines on devrait encourager et pousser fort à ce niveau-là. Voilà, je peux m'arrêter à ce niveau. Il y a des problèmes. Au niveau de l'enseignement, nous n'avons pas encore arrivé nous-mêmes à maîtriser les effectifs. C'est vrai, il y a eu les recensements, même biométriques, mais on n'est pas encore arrivé à maîtriser les effectifs. Vous trouverez des situations où il y a beaucoup des enseignants qui sont appelés NU, nouvelle unité. Nous, en tant que députés, nous sommes saisis de ça. Nous avons des piles et des piles de requêtes, des écoles qui nous saisissent pour voir dans quelle mesure ils peuvent évoluer de NU à avoir un numéro matricule. D'autres ont des numéros matricules, mais ils ne sont pas payés. Okay. Donc, c'est beaucoup de problèmes. On a lancé la bancarisation, c'est-à-dire le paiement des salaires à travers les banques, mais le système bancaire n'est pas suffisant. La couverture bancaire, elle est encore faible. Raison pour laquelle il y a eu des alternatives, par exemple, passées par des ONG comme Caritas, mais à ce niveau-là, ce n'est toujours pas suffisant. Voilà. Il y a beaucoup à dire, mais d'entrée de jeu, je pourrais, en commençant, dresser ces tableaux que je viens de faire. En tout cas, Honorable, merci beaucoup parce que vous avez brossé le tableau malheureusement un peu sombre de l'enseignement. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que au-delà de l'enseignement, vous avez ajouté l'aspect éducation, l'aspect valeur morale. Alors, pour rebondir là-dessus, je vais tirer juste un des défis auxquels nous devons faire face maintenant, qui est celui de savoir comment balancer, comment concilier le problème de disparité rurale, l'adéquation justement entre l'enseignement qui est donné dans les centres urbains et dans les collectivités rurales, mais également en termes de valeurs, est-ce qu'il y aurait un rapport avec la notion de parité, la notion d'égalité dans le domaine de l'enseignement. J'adresse la question à tout le monde et peut-être que le professeur a une opinion là-dessus. Oui, merci. Je me propose de sauter sur la question qui est posée à l'honorable Monobo pour insister davantage sur les tableaux sombres qu'il venait de dresser. Mais avant toute chose, je crois qu'il est bon pour moi de remercier l'initiateur de cette tribune, l'honorable Mouyaya. C'est une initiative à saluer et ça nous donne l'occasion effectivement de parler des problèmes d'enseignement qui est un problème très récurrent dans notre pays. En ce qui me concerne, je vais focaliser mon attention sur les secteurs de l'enseignement supérieur, qui est la chapelle la plus adaptée pour moi, et épingler quelques problèmes, quelques défis, mais en commençant par montrer
les efforts qui sont consentis dans ce secteur. L'honorable a évoqué la loi cadre, c'est un texte fondamental pour le redressement du système. Il y a eu à Zongo, dans le Congo central, un atelier important sur le redressement du secteur des l'élection en 2014. Il y a des pertinentes recommandations dans ce sens. Et plusieurs d'autres textes sont pris depuis un certain temps pour pouvoir repenser notre système éducatif et particulièrement l'enseignement supérieur universitaire. Et là, l'honorable a évoqué aussi quelque chose de très important, les types d'enseignement qui devront être donnés aux étudiants pour répondre aux besoins réels des sociétés. Mais avant d'y arriver, vous avez parlé de la disparité urbaine-rurale, mais les disparités, il y en a beaucoup. Disparités enseignants-étudiants. Le nombre de professeurs que nous avons dans le pays par rapport à près de 400 000 étudiants, le nombre d'établissements que nous avons et quel type d'établissement, parce qu'il faut noter que les infrastructures sont aussi importantes dans l'évaluation de la qualité de la formation et que depuis le départ de nos oncles les Belges, l'État congolais n'a presque pas construit, à la seule peut-être exception de l'université de Kindu. Et donc, tout le reste des établissements que nous avons en majorité, ce sont des établissements qui se débrouillent et à la manière des Congolais. Et donc, nous avons près de 630 établissements. En tout cas, je parle sous contrôle des statistiques vraies, pas des statistiques politiciennes où chaque politicien veut avoir un établissement dans son village. Mais dans ces 630, il y a près de 300 établissements publics. Donc, ce qui montre que l'État peut quand même prendre au sérieux le fonctionnement de ces établissements-là, parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit. C'est ce qui justifie le fait, par exemple, dans la province de la Tchouapa, il n'y a que 2 établissements d'enseignement supérieur. Et je peux vous compter comme ça, à l'exception du Nord Kivu, qui a le plus grand nombre d'établissements. Kinshasa, ici, n'en a que 14, les établissements publics de l'État. Mais dans tout ça, que ce soit comme l'enseignement n'est ni privé ni public, c'est l'enseignement national, pour l'ensemble de tous ces établissements, nous avons près de 3000 professeurs. Et pratiquement la moitié de ces 3000 professeurs sont à Kinshasa. Près de 700 à Lubumbashi, près de 300 à Kisangani. Et les autres provinces se partagent, qui 30, ainsi de suite. Et donc là, il y a un problème sur la qualité de la formation. Parce que si nous faisons le tour dans le pays, on se rend souvent compte que certains enseignants qui sont disséminés dans les établissements, c'est des gens qui enseignent malgré, disons, parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'il n'y a pas de gens qui s'intéressent à cette question. Comme vous le savez, l'enseignement n'attire presque plus les gens aujourd'hui. Il y a les défis de la qualité donc de la formation en fonction de la qualité des enseignants, mais aussi en fonction de la qualité des étudiants. Est-ce que l'étudiant apprend comme il devrait apprendre? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des étudiants qui terminent un cycle de 5 ans sans avoir été dans 2 bibliothèques de la ville. Il y en a qui réalisent des travaux de fin de cycle sans avoir 10 références bibliographiques. Et donc, allez-y comprendre qu'un tel étudiant, il ne faut pas l'attendre être un bon juriste, un bon mécanicien, ainsi de suite. Il y a aussi les problèmes de l'adéquation formation-emploi. Que vise l'installation des établissements? Parce que si la politique d'implantation des établissements est bien pensée, on devrait savoir pourquoi on ouvre telle faculté à Walikale. C'est pour répondre à quel problème des sociétés? Pourquoi on ouvre telle institution, telle université à Ngandajika? C'est pour répondre à quel problème? Mais aujourd'hui, nous avons, sur un périmètre peut-être de 1000 mètres, 2 universités
Ici, on organise la faculté des droits, là aussi c'est la faculté des droits, et finalement, on ne sait pas pourquoi on organise ça. Donc, il y a un problème d'adéquation formation-emploi, mais aussi, cette adéquation devait tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des besoins réels de la société. Qu'est-ce qu'on a besoin, dont on a besoin plutôt aujourd'hui à Kinshasa? C'est de continuer à produire des licenciés en droit, en économie pour devenir cambistes demain, ou bien on a besoin de former les barman, parce qu'apparemment c'est le job le plus populaire dans la ville. Et donc, tout compte fait, à mon sens, il y a ces défis-là, et qui est chapeauté par un plus grand défi, les moyens que l'État alloue au secteur éducatif. Tout le monde en parle, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, mais chaque fois, chaque année, rien ne change. Vous ne pouvez pas espérer réformer un système d'enseignement qui dépend à 80% des parents. Nous avons suivi dernièrement la problématique sur les taux. Et dites-vous que cette année, les établissements ne pourront presque pas donner les meilleurs d'eux-mêmes pour acheter un balai, ainsi de suite. Voilà, de façon globale, ma réaction, c'est que l'éducation est très, très importante. On doit, c'est ce que j'ai toujours pensé, que par rapport à ce qu'on appelle le domaine de souveraineté de l'État, si on y ajoute l'éducation, le Congo pourra changer. Je vais m'adresser à Madame Christina, qui est étudiante. Tout à l'heure, on a un peu remis en question la qualité des étudiants aujourd'hui. Je vais revenir avec une autre question vers le professeur. Mais quelle est votre perception de la place et de la qualité des étudiants aujourd'hui au Congo? Avant de parler de ma perception de la qualité des étudiants aujourd'hui, j'aimerais, dans les constats dont a parlé l'honorable et le professeur vite fait, il y a un autre constat qui est très criant, il s'agit de l'orientation. C'est un problème. Aujourd'hui, quand on a un bachelier, normalement dans les écoles, on est censé avoir des conseillers d'orientation. Discuter avec toi, connaître tes points forts, tes points faibles, savoir ta vision de l'avenir pour pouvoir décider ensemble de concert avec toi sur ta prochaine orientation. Mais cela ne se fait pas. Le conseiller prend ton bulletin, il regarde, tu es fort en mathématiques, ok, tu vas faire scientifique. Tu es fort en littéraire, tu vas faire ceci. Et cela, des fois, n'est pas en adéquation avec tes performances. Cela, parce qu'on se dit, on est jugé pour une année, pendant un examen de 30 minutes pour toute une année. Alors que des fois, ce jour-là, tu n'étais pas bien portant et tu as rendu le mauvais de toi. Donc, il y a un problème d'orientation. Et qu'est-ce qui arrive? Nous formons des universitaires, les étudiants dont le professeur est en train de parler, qui sont incapables d'aller dans une bibliothèque, des fois parce que ce n'était pas leur passion. Ils se retrouvent comme dans un traquenard, dans une profession que je n'ai pas choisie, dans un cursus que je n'ai pas choisi. Et mélangé à ça, on a dans notre société le rêve des parents. On a la pression familiale. On a cette idée d'arrière-plan de savoir que celui qui réussit, ce n'est que celui qui est médecin. Il y a des métiers déjà tout faits. Lorsque tu viens et que tu dis à tes parents, moi, je vais devenir peintre, on te pose la question, le peintre travaille dans quel bureau? Parce que pour réussir, il faut être dans un bureau donné. Donc il y a cet arrière-plan de l'orientation. Ensuite, les étudiants qui ne fournissent pas des efforts, c'est vrai, je ne vais pas être l'avocate de tous les étudiants de la République, mais après, on a parlé de la loi 4. La loi 4 date de quand? Il faut peut-être penser aussi à moderniser nos curriculums d'enseignement, le programme d'enseignement. On a l'impression, nous les étudiants, qu'on est en train de nous gaver de matière et on ne part pas à l'essentiel. Je ne dis pas qu'il faut étudier juste pour étudier ou juste pour réussir. Non, il faut apprendre parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a appris pendant notre cursus nous aide aujourd'hui. Il y a des gens, on fait toujours les règles de 3 pour découvrir quelque chose et j'en passe. Mais seulement, c'est bien beau de dire que nous, les étudiants, c'est vrai, nous reconnaissons, il y a ce côté-là où on ne fournit pas des efforts, mais après, pour quelles infrastructures, pour quel curriculum, pour quel système d'enseignement? Merci, mais bon,
ça va dans tous les sens. On parle du contenu de l'enseignement, on parle des infrastructures, on parle des étudiants, on parle des valeurs morales, on parle des professeurs. Je vais continuer sur les valeurs morales parce que ça m'interpelle. Je pense que c'est quand même une bonne base pour essayer de relever le niveau, la qualité de notre enseignement. On dit que les étudiants, vous avez dit, professeur, tout à l'heure, que les étudiants, leur qualité laissait à désirer. Mais comment ces étudiants obtiennent des diplômes si les professeurs qui sont censés les corriger ne reviennent pas là-dessus? Je ne dis pas que vous le faites, bien entendu, mais c'est une question que je me pose. Ensuite, quelle est la relation que nous avons, que nous devrions avoir par rapport à l'échec? Parce que je suis aussi passée sur le banc de l'école et de l'université. On a cette pression de la société, de la famille, en termes d'échec. Tout le monde veut réussir. Mais est-ce que ça n'entraîne pas, ça ne favorise pas la corruption qui parfois règne dans les milieux estudiantins et scolaires? Professeur, d'abord. Bien, merci. Bon, la réussite, tout à l'heure, j'ai évoqué la disparité, nombre de professeurs, nombre d'étudiants. Mes amis étudiants sont ici. Ils peuvent vous dire comment ils réussissent lorsque vous passez les examens. C'est un exemple. Lorsque vous passez les examens coincés comme des sardines dans une boîte, écoutez, les yeux n'ont pas de frein. Ceux qui auront mieux compris la matière vont servir à refiler les informations à tout le monde. Et vous savez que dans ces conditions-là, les nombres d'étudiants que nous avons, la capacité d'accueil, même les bons dieux, à un moment donné, sera en difficulté pour les surveiller. Et donc, on peut justifier la réussite peut-être dans ce sens-là, mais on ne dit pas que tout le monde est mauvais. J'ai aimé une des phrases de Jeunes pour Jeunes. Nous voulons présenter aux jeunes Congolais des modèles de réussite congolais. Ça signifie que dans cet ensemble-là, il y a des gens qui se distinguent. Si les gens ne se distinguent pas, eh bien, nous autres qui avons étudié au Congo, ainsi de suite, on ne serait pas devenus professeurs. Il faut donc que les étudiants apprennent à s'identifier maintenant sur le banc de l'école. Parce que vous savez, ce que nous serons demain, ce qu'on dira de nous demain, c'est ce que nous sommes sur le banc de l'école. On regarde, mais Madame Mati, quel genre d'élève elle était. C'était une tricheuse, c'était brillante, ainsi de suite. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience du côté des étudiants, en même temps du côté des enseignants. Les enseignants doivent donner la matière, parce que vous savez, éducation vient du latin educere, sortir de. On doit prendre quelqu'un d'un endroit pour l'amener à un autre endroit. Mais il faut aussi que ce quelqu'un-là ait la volonté de quitter le point A vers le point B. Sinon, vous pouvez tout faire, ce sera difficile de convertir des volontés têtues. J'aimerais bien avoir l'opinion d'un parent d'élève. Nous devons sortir de la standardisation de la réussite et de la standardisation de l'échec. Cette relation que nous, en tant que parents, avons vis-à-vis de l'échec ou de la réussite. Et je pense que Mme Christinelle a mentionné tout à l'heure, la réussite de X en tant que médecin, avocat, ingénieur, ne fait pas forcément l'exemple pour mon enfant. Il est important en tant que parents que nous arrivions à déterminer les personnalités de nos enfants. Il y a des enfants qui sont dès le jeune âge très cartésiens. On en a qui ont des personnalités beaucoup plus créatives. Un enfant qui a une personnalité créative, qui adore dessiner, qui adore peindre, qui aime éventuellement écrire, chanter, composer des poèmes, composer des chansons, vous n'allez pas demander à cet enfant de passer 7 ans sur le banc d'une université pour devenir chirurgien ou neurologue. C'est frustrer cet enfant. Nous devons apprendre à sortir de ces carcans. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas réussi à l'université
pas parce que c'était des enfants qui n'étaient pas brillants, pas parce que ce sont des incapables, mais ce sont des gens qui n'ont pas été orientés correctement. Christina l'a mentionné tout à l'heure, vous allez voir un, entre guillemets, conseiller d'orientation qui effectivement regarde votre bulletin, peut-être encore si vous avez de la chance, regarde les trois dernières années et puis voit que vous avez cartonné en maths, que vous avez cartonné en anglais, vous oriente en littérature ou vous oriente en biochimie. Alors qu'il ne sait pas que peut-être que vous avez passé des nuits blanches à retenir votre cahier de chimie, à retenir votre cahier de biologie, parce que justement, vous vouliez obtenir ces 90%-là, parce que vous avez grandi dans une famille où les parents ont toujours été premiers de classe, les parents ont toujours été les meilleurs élèves qui soient, mais vous n'avez jamais vu les bulletins. Vous ne les avez jamais vus. Moi, j'ai eu une pression toute ma vie où quand je recevais mon bulletin et qu'il m'arrivait d'être 3e ou 4e de classe, je tremblais parce que je savais que ça allait être l'Armageddon à la maison. Alors, au lieu d'encourager l'enfant sur les efforts qu'il a fournis, sur ce qu'il a réussi à faire, on lui rappelle quelles sont ses lacunes. Et au final, cet enfant oublie qu'il peut avoir des qualités et ne se focalise que sur les lacunes qu'on lui a rappelées. Maintenant, concrètement, par quoi est-ce qu'on commence pour relever la qualité de l'enseignement en RD Congo? On commence par les professeurs, les enseignants, on commence par les infrastructures, on commence par les étudiants, les élèves, on commence par les parents. Où est-ce qu'on commence et par qui? Je pense que c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc, on ne sait pas dire est-ce qu'on commence par l'enseignant, est-ce qu'on commence par l'étudiant ou l'apprenant. Moi, je crois que, évidemment, il faut mettre l'enseignant dans de bonnes conditions de vie et de travail. Bonnes conditions de travail, c'est les infrastructures qui doivent être adaptées pour l'aider, pour faire en sorte que son enseignement ne demeure un enseignement théorique. Et il faut aussi faire quelque chose du côté des parents d'élèves. C'est très important. Ici, pourquoi? Parce qu'il faut quand même parler de cela. Le fait que les parents supportent l'enseignement, c'est quand même un lourd fardeau et l'État devrait penser à décharger les parents. Et que l'article 43 de la Constitution ne devrait pas rester théorique. Il faut que ça trouve application à ce niveau ici. Je m'interpelle, moi, en tant que député, membre de l'Assemblée nationale, ce que nous devons faire assez dans ce sens-là. Nous devons bousculer. Quand le budget ou les projets de budget nous arrivent, nous devons au besoin opérer des coupes pour voluminer. Opérer des coupes, c'est-à-dire couper dans certaines rubriques, par exemple, des fonctionnements des institutions, et voir dans quelle mesure on peut arriver à voluminer les volumes, voluminer les allocations prévues pour l'enseignement. Parce que c'est un problème réel. La qualité de l'enseignement en dépend. La qualité des infrastructures en dépend. Donc, il faut un budget pour l'enseignement en République démocratique du Congo. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de l'éducation des filles, vous avez parlé de la parité. Je crois qu'il faut aussi évoquer ici les pesanteurs culturelles, les poids de nos coutumes, de considérer la femme avec comme seule destinée les ménages, la famille, la cuisine. Il faut quand même évoquer des efforts qui ont été effectués dans ce sens. Il y a cette campagne avec UNICEF, toutes les filles à l'école. Le gouvernement lui-même a essayé de faire quelque chose dans ce sens, mais les défis restent de taille. Moi, je crois qu'il faudrait penser prochainement dans quelle mesure ça ne serait pas une mauvaise chose d'appliquer une discrimination positive. Trouver des mesures qui peuvent encourager l'accès des filles à l'école. Je compléterai ce que vous avez dit par rapport à l'accès pour les filles à l'école. En tant que parent, il y a deux aspects qu'il faudrait prendre en considération. Le premier aspect, c'est vrai que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de filles dans le système éducatif, mais nous devons prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans notre parcours, nous en connaissons au moins une ou deux, peut-être même plus, qui
au cours de leur parcours, ont eu la malchance ou la chance, je ne me permettrai pas de définir, mais qui ont eu l'obstacle de tomber enceinte pendant leur parcours. Ces jeunes filles ont été sorties du système éducatif par les parents, pour certaines, les écoles les ont renvoyées, mais le jeune homme avec lequel elles ont perpétré l'acte demeure dans le système, continue son éducation, continue de parfaire son parcours. Cette fille sort du système. Elle a peut-être les capacités pour devenir quelqu'un, pour faire de longues études, mais il n'y a aucun accompagnement. Peut-être même qu'elle n'a pas les capacités, mais qu'il serait bien de l'orienter sur quelque chose de professionnel. Il n'y a pas cette orientation-là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'en tant que parents, il est important que nous ayons un regard réaliste vis-à-vis de nos enfants. Tous les enfants ne sont pas des génies. Tous les enfants ne seront pas Einstein. Tous les enfants ne vont pas construire la prochaine fusée. Il est important que nous connaissions nos enfants pour que nous les orientions correctement. Tu ne peux pas demander à un enfant qui a des capacités limitées de faire de grandes études. Non seulement c'est frustrer cet enfant, mais c'est poser un fardeau sur cet enfant qu'il ne sera pas capable de gérer. Nous avons parlé de la situation dans les collectivités rurales où très souvent les parents se saignent pour donner un minimum d'instruction à leurs enfants. Il y a des enfants qui sont très capables et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Mais il y a des enfants qui ne le sont pas, mais qui se retrouvent avec le poids du sacrifice du parent, qui le lui rappelle tous les jours d'ailleurs. Tu es obligé de réussir, je me saigne pour toi. Mais cet enfant n'est pas censé être dans ce système-là. J'ai l'impression que Mme Christina voulait renchérir. Au sujet de la parité ou l'encouragement du genre à l'école ou dans les localités, déjà, on en a parlé de la campagne Toutes les filles à l'école qui a apporté beaucoup de progrès. Mais d'un autre côté, j'aimerais nous proposer de voir les choses autrement. La plupart, au niveau supérieur surtout, il y a beaucoup plus de filles que d'hommes dans les auditoires. On en rencontre beaucoup et elles sont brillantes. Ce sont souvent les premières, celles qui distinguent le plus. Mais lorsque ces filles terminent, elles sont licenciées, graduées. Dans les emplois, c'est l'inverse. Nous voyons plus d'hommes que des femmes. Même dans les entreprises, dans le quartile supérieur, c'est plus d'hommes que de femmes. Posons-nous la question, où sont passées ces filles? Où est-ce qu'elles sont? Après, c'est bien beau de dire, on va envoyer les filles à l'école, il faut encourager le genre, encourager la parité. La parité, en dehors des localités à l'intérieur du pays, dans la ville de Kinshasa, les filles vont à l'école. Les filles vont à l'école. Elles y vont d'ailleurs plus que les hommes parce qu'elles progressent. Elles vont à l'université, ce sont les plus nombreuses. Mais peut-être de voir les choses d'une façon un peu différente et se demander qu'est-ce qui bloque ces filles, qu'est-ce qui les empêche, et éduquer la population de façon inverse, de façon à dire les filles vont aller à l'école, mais pas pour obtenir une dot qui sera taxée, une licence qui sera taxée dans la dot, mais pour obtenir un papier qui te fera valoir dans la société, qui pourra te faire apporter ta pierre dans l'édifice. J'apprécie beaucoup cette réaction, mais à vous entendre parler, j'ai eu l'impression que la formation professionnelle est assimilée à celle qui doit être donnée à des gens qui sont d'une compréhension moindre, d'un niveau élevé, d'un quotient intellectuel assez minime. Pourquoi vous me donnez cette perception? Qu'en est-il justement de la formation professionnelle? Je ne pense pas que quelqu'un qui fasse une formation professionnelle soit moins intelligent ou moins doué qu'un enfant ou qu'un adulte qui soit dans le cursus entre guillemets normal.
Et d'ailleurs, je pense que nous devons arrêter de catégoriser, de parler de cursus normal et de cursus qui serait anormal. Parce que chacun a sa vocation. Qu'on le veuille ou pas, nous avons besoin de toutes ces professions-là. Aujourd'hui, vous construisez votre maison. S'il n'y a pas eu X ou Y avec une formation de paysagiste, excusez-moi, vous allez avoir un jardin qui ne ressemblera à rien. Si vous décidez d'avoir votre petit potager ou même de commencer une exploitation agricole, s'il n'y a pas eu ce monsieur ou cette dame qui a eu cette excellente formation en agronomie, vous ne pourrez pas aboutir dans ce projet-là. Nous devons arrêter de catégoriser. Nous devons arrêter de prendre la formation professionnelle comme le parent pauvre de l'instruction, le parent pauvre de l'enseignement. Toutes les formations sont censées se valoir. Nous avons besoin de chacun. Autant nous avons besoin des neurologues, des médecins, des avocats, autant nous avons besoin des personnes formées en coupe et couture, nous avons besoin de ces stylistes modélistes-là, nous avons besoin de ces paysagistes-là, nous avons besoin de ces jardiniers, nous avons besoin de ces électriciens, de ces mécaniciens, et j'en passe. Il est important que nous inculquions, en tant que parents, que nous inculquions à nos enfants que les sauts métiers, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sortons de là. Un peintre est aussi nécessaire qu'un maçon. Nous vivons dans des maisons parce qu'il y a un maçon qui a été formé, qui a appris ce métier-là. Nous ne pouvons pas tout faire. Arrêtons de minimiser. Même la nounou qui n'a peut-être pas de formation, mais nous avons besoin de ces personnes-là. Surtout lorsque nous sommes des parents qui travaillons. Ces gens passent beaucoup plus de temps avec nos enfants que nous en passons nous-mêmes. Alors, apprenons à respecter tous ces métiers, s'il vous plaît. Professeur? Bien, je voulais, madame, a pratiquement vidé la quintessence de mon intervention, mais je crois que ce qui est important, justement, comme il a été souligné, c'est de valoriser les acquis naturels, pour ne pas dire les compétences naturelles de chaque personne. Il y a une sagesse africaine qui dit qu'un morceau d'arbre peut faire 1000 ans dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Ça signifie que selon que chacun se juge digne et capable de faire telle chose, il faut l'encourager dans ce sens-là. Et cela est très très important pour éviter justement de faire de l'éducation, de l'enseignement quelque chose de prestige social. Le voisin a un enfant juriste, je veux avoir un enfant juriste. Le voisin a un enfant économiste, je veux avoir un enfant économiste. C'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui, l'université, l'enseignement prépare plus les gens à ces prestiges d'ordre social plutôt qu'à des compétences réellement utiles dans la société. Je voudrais revenir sur ce que Christiana a dit tout à l'heure, sur la révision des curricula, disons des programmes de formation. Aujourd'hui, à voir cette tribune, on peut dire que l'honorable Juvenal a réussi sa formation, tel a réussi sa formation, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que nous ayons la même compréhension du problème et que nous considérions que les solutions doivent être aussi collectives. Il y a un philosophe canadien, Bertalanffy, qui parle de la systémique. Donc, dans un système, il y a des sous-systèmes, et les systèmes n'est système que parce qu'il y a des sous-systèmes. Aucun élément ne peut être négligé. Et dans ce sens, pour que la formation soit utile à tout le monde, que l'enseignant soit content d'avoir donné sa matière, que l'étudiant soit fier d'avoir acquis les connaissances nécessaires, chacun doit savoir jouer sa part. L'enseignant doit éviter de donner en ce 21e siècle les papiers jaunes de 1980. C'est de passé. L'étudiant doit savoir, quand on parle par exemple des TP, travaux pratiques, ce n'est pas un travail qui s'est fait derrière, un peu comme le paradoxe du bon maître.
Vous êtes devant et l'enseignant est derrière, comme nos mamans le faisaient quand nous étions à l'école primaire, pour voir comment on écrit I. Non, les travaux pratiques, c'est un exercice personnel par lequel l'étudiant vérifie l'acquisition de ses connaissances et de ses compétences. D'ailleurs, c'est pour cela que depuis l'avènement du 21e siècle, on est parti de l'apprentissage par objectif vers l'apprentissage par compétence. On ne veut pas avoir un enseignant qui fabrique les élèves selon lui, mais on veut avoir les apprenants qui se fabriquent selon qu'ils se croient capables dans ces domaines-là. Et dans ce sens-là, il y a effectivement nécessité que toute la communauté comprenne que la résolution, comme madame l'a dit tout à l'heure, pour qu'on ait un cordonnier, il faut qu'il soit formé. Et cette formation-là n'est pas une formation au rabais ou une formation réservée aux gens qui ne sont pas dotés de quelque chose. Non, c'est vrai que déjà par la nature, Dieu nous a créés dans une certaine discrimination. Il y en a qui sont plus beaux que les autres, mais c'est dans cette distinction justement qu'on s'est dit que tel est beau, tel est laid. S'il n'y avait pas de lait, on ne saurait pas parler de quelqu'un qui est beau. Et cela est très important. Madame Mati, je voulais dire que ce n'est pas nous qui vous donnons l'impression que la formation est réservée aux moins aptes. C'est la société dans laquelle nous sommes. Quel est ce parent qui accepterait que son enfant arrivé en 3e secondaire lui dit « Moi, je n'ai plus envie de faire mon bac littéraire, je veux aller à l'INPP ». Et d'ailleurs, les INPP, il y en a combien? L'INPP aujourd'hui, qui est l'institut professionnel ici, est stigmatisé. On n'envoie à l'INPP que les moins compétents. C'est comme si l'INPP, c'était notre poubelle, où lorsque nous voyons un moins apte que les autres, on l'envoie à l'INPP. Aujourd'hui, le pays est dans une dynamique de construction. Comme a dit l'honorable, on a besoin des métiers d'avenir. Mais le génie, il y en a au Congo. Mais il n'y a pas de structure pour pouvoir encadrer ces jeunes et faire émerger leur côté génial. Du coup, nous sommes butés à des... on ne va même pas parler du problème de financement. On n'est même pas là-bas. Mais seulement des structures d'encadrement. Les INPP, il y en a combien dans la ville? Et même la formation de l'INPP, elle se fait en 3 mois. Elle se fait... Moi, si je suis parent, mon enfant arrête les études, où je dis, les études, ça prend quand même 12 ans, et puis tu fais une formation de 3 mois, et puis tu vas vivre avec, ça pose quand même des questions. D'où encore le système, revoir sous d'autres cieux. Il y a des baccalauréats qui se font, un bac maçon, un bac F, un bac... c'est incorporé dans la formation. Donc quand tu finis, tu fais ton bac, mais tu l'as fait en maçonnerie. Tu fais ton bac, mais tu l'as fait dans un truc de formation. D'ailleurs, on dit, il y a le bac professionnel, et puis il y a le bac, voilà, technique, académique. On devrait peut-être y penser pour pouvoir pallier à ça. En tout cas, merci. Je pense qu'il est temps que nous prenions quelques questions et réactions dans le public. Merci beaucoup. Je m'appelle Peter Kayoka. Alors, j'ai quelques préoccupations. Professeur, je vous ai entendu dire que l'enseignant doit éviter de donner des cartons jaunes. Donc, si je comprends, ce sont des leçons qui datent. Et les enseignants, ils reviennent très souvent avec ces mêmes leçons jusqu'à nos jours. Alors, vous oubliez une chose. Moi, j'ai fait un constat. J'ai remarqué que cet enseignant qui avait enseigné un de mes oncles, c'est celui-là qui enseigne mon neveu aujourd'hui. Il est déjà vieux. Et dites-moi, cet enseignant vieux, on ne pense pas à rajeunir l'enseignement. L'enseignant, il est très vieux. Il n'a pas le temps de faire des recherches. Il n'a pas assez d'énergie. Vous le trouverez, il est là, il n'est pas payé convenablement et il ne saura rien faire. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution par rapport à cela. Parce que vous dites que l'enseignant doit éviter de donner de carton jaune. Vous oubliez qu'il y a un problème de rajeunissement. Honorable, vous nous avez dit, vous avez parlé des besoins du Congo. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, le Congo a beaucoup de besoins, certes, mais il y a beaucoup d'experts au Congo, les Congolais, des chercheurs qui sont capables de réaliser certaines tâches. Mais très souvent, le gouvernement, nous remarquons, on fait appel à la main-d'œuvre extérieure, on a besoin des experts chinois, des experts indiens, et
Ces gens-là n'ont pas étudié plus que les Congolais. Parce qu'au Congo, nous avons des Congolais capables. Et vous êtes député. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Parce que vous devez normalement proposer au gouvernement de suivre à la loupe, parce qu'il y a des Congolais capables de faire des routes, il y a des Congolais capables de faire beaucoup de choses. Je dis et je vous remercie. Lorsque, d'ailleurs, la Bible nous dit, l'on donne qu'est-ce qu'on a. Un monsieur qui se réveille très tôt matin, lequel monsieur n'a rien mangé le matin, mais néanmoins, c'est donne ses devoirs, de pouvoir, par passion bien sûr, de pouvoir aller dispenser la matière aux élèves. Est-ce, croyez-vous, qu'un tel monsieur pourra avoir des connaissances sérieuses et vérifiables à transmettre à ses élèves? Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème que j'aimerais toujours adresser à l'honorable, vous aviez dit que l'article 43 de la Constitution reconnaît la gratuité de l'enseignement primaire, mais laquelle gratuité jusqu'ici demeure un souhait. Alors ma question voudrait savoir, honorable, lorsque un souhait a été déjà matérialisé par la Constitution, le Constituant en a déjà déclaré comme tel, et le législateur est venu, vous qui êtes le législateur, vous êtes venu encore cristalliser ces souhaits du Constituant par des lois cadres. Est-ce que considérions-nous encore que ces souhaits-là demeurent jusqu'à ce jour un souhait, ou encore, comme ce souhait-là a été déjà mis dans une constitution et accompagné par une loi, devait être mis en vigueur et être exécuté? Et jusqu'à quand alors ces souhaits-là deviendraient une réalité en RDC, alors que la constitution a déjà ses 12 années, donc elle est devenue mature? Merci. Merci pour l'octroi du verbe. Je réponds au nom de Rosiane Kabangou. Alors, ma question s'adresse à la dame qui a parlé au nom de parents de la RDC. Alors, vous avez dit qu'un constat est fait de parents ici dans notre pays, c'est qu'il ne faudrait pas inciter les enfants à se plonger dans de facultés dont ils n'ont pas la compétence ou dont ils n'ont pas assez d'atouts. Alors, ma préoccupation est de savoir, que direz-vous par exemple de Michael Jordan, qui dès son enfance, il était refusé dans presque tous les centres de sport et tout le reste, mais aujourd'hui c'est un meilleur basketteur. Pourquoi? Parce que en dépit de ce mépris, en dépit de ces faiblesses qu'il manifestait quand il était tout petit, ses parents l'ont boosté, ses parents l'ont encouragé, et c'est grâce à ces encouragements, c'est grâce à ces insistances qu'aujourd'hui il a percé, et aujourd'hui le monde le connaît en tant qu'un bon basketteur. Et d'ailleurs, comme cet auteur du nom de Henry Ford qui dit que échouer, en réalité, ce n'est qu'une opportunité de reprendre de la manière la plus performante. Alors, par rapport à cela, quelle est votre réaction? Pour Peter, le problème du vieillissement du personnel académique est vrai. Parce que la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 60 ans. Et si vous suivez bien l'actualité, même quand vous apprenez qu'il y a un nouveau docteur à l'UNIKI ou bien à telle autre université, surtout dans les universités publiques, en majorité, ce sont de vieux chefs de travaux qui défendent entre 60 et 70 ans. Ce qui signifie que malgré la jeunesse de leur doctorat, on ne peut pas beaucoup compter sur eux parce qu'ils ont déjà vieilli avant d'accéder au statut de professeur. D'où les statuts, la problématique de rajeunissement pose problème. La solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'État doit mettre des moyens nécessaires pour la recherche. La recherche de ceux qui exercent déjà, parce qu'il y a le renforcement des capacités qui est devenu quelque chose d'exigeant partout dans les entreprises, ainsi de suite. Un professeur qui n'a pas la possibilité de s'acheter 2 ouvrages par an, il ne faut pas espérer qu'il réactualise son enseignement. Et pour acheter 2 ouvrages, si je peux penser aux juristes par exemple, le code Larcier, il te coûte plus de $100. Et s'il faut acheter une encyclopédie de 2016, ça te coûte plus de 300. Il faut
être assez chrétien pour sacrifier $300 par exemple en ces moments pour se documenter. Et le deuxième élément, c'est que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À défaut d'avoir une documentation physique, il y a la documentation virtuelle. Mais combien de ces aînés-là savent manipuler l'outil informatique? Nombreux, ils appellent leur petit fils ou bien leur enfant pour dire, tape-moi un peu ça. Et dans la recherche, évidemment, c'est difficile de se faire aider dans ce sens-là parce que tu ne seras pas attiré par ce qui t'intéresse le plus. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, on doit investir dans la recherche, encourager les plus jeunes. Parce que Christiana a évoqué tout à l'heure, où partent par exemple les filles qui terminent brillamment. Mais moi, j'allais poser la question, pourquoi il y a moins de candidates assistantes à la fin d'un cursus, alors que les garçons se bousculent devant le bureau? Les filles n'aiment pas certains métiers qui ne payent pas trop bien. Elles rêvent un boulot qui commence par $1000, ainsi de suite. Et donc, il faut un investissement sérieux de l'État, non seulement de l'État, mais aussi des institutions. Moi, j'ai défendu ma thèse à 29 ans. Mais je pourrais dire que ce n'est pas des efforts personnels. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui croient que l'enseignement, la vitalité de notre nation, de notre État, dépend du rajeunissement dans tous les secteurs. Il ne faut pas considérer l'enseignement comme ce domaine où on se perd sans bien vivre. Quels que soient les cas, même ceux qui ont tout ne vivent pas aussi heureux qu'on le croit. Si on peut aller un peu merci. rapidement. Dany, comment on évalue les enseignants? C'est une question pertinente, mais je crois que c'est aussi un problème d'information. Moi, je suis autorité décanale, et je dirige une section, donc comme doyen de faculté, et bien, il y a ce qu'on appelle à l'issue le Vademecum. Dans le Vademecum, il est clairement repris qu'à la fin de chaque enseignement, les étudiants doivent évaluer les enseignants. Donc si ça ne se fait pas, c'est un problème d'organisation administrative. Moi, j'organise cela. Et il m'est arrivé de voir que, par exemple, sur la ponctualité et la régularité, j'étais très mal coté à une certaine période, simplement parce que j'étais pris dans un ministère. Et je me suis dit, les étudiants avaient raison. Et donc, il faudra que vous, étudiants, lorsque vous vous inscrivez, que vous ayez aussi une certaine documentation qui règle le fonctionnement des institutions dans lesquelles vous évoluez. Tout cela est prévu. Je vous donne un exemple, par exemple, plutôt à l'université catholique, il y a ce qu'on appelle les journées pédagogiques. Pendant ces journées, étudiants et professeurs, tous dans la salle, les étudiants disent ce qu'ils ont constaté dans le chef de tel enseignant, dans la manière d'enseigner, sur le plan éthique, ainsi de suite, simplement parce que les étudiants sont protégés par l'institution. Et donc, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire que tel monsieur n'a pas donné ce qu'il devrait donner et l'institution devait prendre les résolutions par rapport à cela. Ok, merci. Honorable. Merci beaucoup. Alors, pour la question de Peter, je vais en faire compléter par ma collègue Christina tout à l'heure. Je préfère qu'elle commence et puis je collègue. Ok. Ok. Collègue sur le plateau. Ouais. Alors, la question de Peter était de savoir, il a dit qu'il y a des agronomes, il y a des spécialistes. Pour les métiers dont nous avons besoin dans cette dynamique de construction du pays, il y a des spécialistes, mais pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas à eux? Alors, moi, je pose la question ou je formule la pensée de savoir, ces spécialistes, oui, il y en a, mais ils sont où? C'est bien beau, on a l'Office national pour l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes, qui ont des diplômes, qui sont à la maison. Ils ne sont même pas répertoriés dans cet office-là. Ils ne sont pas répertoriés dans aucune. Il n'y a pas de. Pourquoi les agronomes ne s'organiseraient pas pour avoir, je sais pas,
je réfléchis peut-être à haute voix, l'ordre des agronomes. Parce que c'est bien beau de se dire on est spécialiste de ci ou de ça, mais si le gouvernement, ou je ne veux pas dire les autorités, ou même les entreprises, s'ils ne sont pas au courant qu'il y a telle spécialité qui existe au Congo, ils ne viendront pas vous chercher. Donc à un moment, pour jeter des bases acceptables, il faut se remettre en question avant de dire qu'est-ce qu'eux ils vont faire pour nous, qu'est-ce que nous-mêmes, où on se montre. Alors, M. Eric Ngandou, j'enchaîne directement. Sa question, c'était par rapport aux ressources humaines, dans l'enseignement, évidemment. Il a dit, mais quelqu'un peut être disposé à enseigner, mais s'il n'est pas motivé, il n'a peut-être pas... Il a des problèmes d'ordre social, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'on attend de l'enseignant, c'est quoi? On attend de l'enseignant qu'il soit formé. On attend de l'enseignant, la formation, c'est qu'il a eu durant son cursus. Et comme vous le savez, les professeurs pourraient nous compléter, c'est une documentation, c'est une formation permanente aussi pour l'enseignant. Il faut qu'il lise, qu'il se mette à niveau, ainsi de suite. On attend de l'enseignement qu'il soit motivé. Et la motivation, l'État doit l'aider. Le gouvernement doit l'aider. Et c'est à ce niveau que ça pose un problème. Et je le dirais tout à l'heure, un problème de volonté politique aussi. Pourquoi? Parce que les salaires qu'on donne à l'enseignant, si vous comparez à l'énergie qu'il fournit, il n'y a souvent pas d'équation. Voilà, c'est ça le problème. Donc il faut qu'on arrive à motiver l'enseignant congolais. Cela me permet de parler de l'article 43 de la Constitution. Les textes de la Constitution, les règles de droit telles que posées dans la Constitution, eh bien, c'est ce qui devrait être. C'est la norme. Mais quand je vous dis que ça reste un souhait, c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est que la réalité, c'est que plusieurs années après l'adoption, après la promulgation de la Constitution de 2006, ce sont les parents qui continuent à assurer la scolarisation de leurs enfants. Et comme je le disais à un moment, c'est un fardeau sur les parents et l'État devrait déjà penser à voir dans quelle mesure les décharger de ces fardeaux-là. Ici encore, il se pose un problème de volonté politique. Les budgets alloués à l'éducation, on en a parlé au début de cette émission, les pourcentages alloués à l'éducation et les parlementaires, qu'est-ce qu'ils font? Même si le gouvernement a proposé un petit budget ou un petit pourcentage, c'est à nous, parlementaires, de voluminer, de voir dans quelle mesure aménager le budget qui nous a été proposé. Et à ce niveau-là, les parlementaires, je suis aussi parlementaire, nous devons être sensibilisés sur le fait qu'il y a des domaines pour lesquels il faut voluminer le budget. Même si dans l'ensemble des prévisions ont été minorées, à nous, parlementaires, de voir dans quelle mesure les majorer. Parce que l'éducation, c'est parmi les piliers d'une nation. La sécurité, par exemple, c'est parmi les piliers d'une nation. Et sans budget, comme l'a dit le professeur, à un moment, il a dit sans budget, il n'y a rien qui peut se faire, sans argent, il n'y a rien qui peut se faire. Je pense avoir répondu à cette question. Et les élections arrivent. S'il faut contextualiser tout ça, il faudrait bien, lors des élections, vous les jeunes, que vous puissiez poser des questions pertinentes aux candidats. Qu'est-ce qu'ils prévoient par rapport à l'éducation? Parce qu'il y a ceux qui pourraient venir uniquement avec des slogans. Il faut que vous puissiez arriver à les amener, que chaque candidat vous dise de manière objective, de manière réaliste, comment, avec des indicateurs, comment est-ce qu'il va booster les programmes, disons les secteurs de l'éducation, et dans son programme, qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'amélioration de la qualité de l'éducation. En tout cas, merci beaucoup. Éducation, priorité des priorités, c'est ce que je retiens de notre soirée. Orientation et respect de la vocation, adéquation, formation, emploi par rapport aux besoins réels de la communauté, rajeunissement, recyclage et plan de retraite pour les enseignants, sérieux dans le chef des étudiants et révision du contenu avec un aspect à l'éducation à la paix, éducation à la vie, éducation à la salubrité. Donc, je dis merci à nos invités. Merci à messieurs, dames de l'assistance. Merci à vous, très chers téléspectateurs. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée et à bientôt.